On lance la quatrième atelier. Merci beaucoup. Merci Anne de cette coordination. Le quatrième sujet de cette journée de travail, QVT, bonne pratique RH d'établissement. Un sujet très large, très vaste, qui nécessite sans doute un point, des éléments de définition que Aude Durand va nous délivrer, des témoignages de chefs d'établissement, Sophie Verbrugge qui vient de s'installer, et merci de votre présence, qui est chef d'établissement à Dunkerque, elle présentera son établissement, Philippe Pro, qui est chef d'établissement en Vendée, vous êtes tous les deux vice-président de Synadic et Sophie siège en CPN formation, et Philippe Pro qui est en vidéo, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, est également vice-président du SNEL. Nous aurons deux témoignages, Dominique Rocheteau et Céline Artis de Caisse d'épargne. Je crois que c'est en visio, hein, et je ne sais pas à quelle heure qu'on allait au fil, donc c'est après votre intervention. Donc on tente une visio, donc un live. Voilà, il faut oser, on ose tout. Donc merci encore de votre accueil. Merci Aude d'enchaîner sur les éléments de définition de la QVT. Merci. Bonjour à tous. Donc la ZAPET, je ne l'ai pas. Ah. Donc je vais commencer par donner quelques éléments de définition de ce qu'est la qualité de vie au travail. Rassurez-vous, là, je sais que la journée a été passionnante, mais un peu dense et riche en informations, donc je vais être assez succincte. Déjà, j'imagine que vous avez tous en tête des images hein, quand on parle de qualité de vie au travail. Peut-être le baby-foot, parce que c'est quand même l'image la plus courante. Alors non, ça ne se résume pas à une démarche qualité de vie au travail, à mettre à disposition un baby-foot, ni des corbeilles de fruits, ni un parking à vélo. Ça ne se résume pas non plus à des cours de sport, de méditation, ni à refaire la décoration des locaux, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail? C'est un concept qui a été défini il n'y a pas si longtemps que ça, en 2013 dans un accord national interprofessionnel. Alors là, je vous ai remis simplement un très court extrait de cet accord parce que je le trouve assez parlant. La qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation. Faire du bon travail dans une bonne ambiance, je pense qu'en des mots extrêmement simples, dans cette ANI pose très bien les bases de cette notion de QVT. Dans un autre accord interprofessionnel de 2020, les négociateurs ont choisi de passer de la notion de QVT, qualité de vie au travail, à la notion de QVCT. Alors le C, pour quel mot désigne-t-il? Petit indice, ce mot est présent 2 fois dans l'extrait que je vais vous lire. La notion de QVT présente de multiples dimensions, les conditions de travail, l'environnement et les relations de travail, la conciliation des temps de vie privée et professionnelle, les conditions d'accès à la mobilité, la reconnaissance du travail, le climat social, l'égalité professionnelle, etc. Autant de registres sur lesquels l'entreprise, pour ceux qui la concernent, peut instaurer de bonnes conditions de travail, un climat de confiance, un environnement et une atmosphère propice à l'échange, au partage et au bien-être de l'entreprise, au sein de l'entreprise. Conditions, exactement. C'est donc le mot condition de travail qui a été ajouté et la qualité de vie devient la qualité de vie et des conditions de travail.
Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais les conditions de travail étaient déjà citées dans le court extrait de l'ANI de 2013 que je vous ai montré. Donc fondamentalement, la définition du concept n'a pas changé. Pourquoi ce changement de sémantique ? Simplement parce que les négociateurs ont voulu rappeler que ce qui est au cœur de la QVT, c'est bien le travail, et non pas les périphériques qui peuvent être mis en place. Le cœur, c'est bien le travail et les conditions dans lesquelles on le fait. L'ANI de 2013 a aussi listé les grandes familles d'enjeux auxquels répond une démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Ce sont d'abord des enjeux de bien-être au travail. Dans ce bien-être au travail, on parle d'abord de santé. C'est une obligation, de toute façon, la prévention de la santé des travailleurs. Se veiller à la qualité de vie des salariés, c'est aussi faire de la prévention primaire des risques psychosociaux. Vous allez le voir, il y a des choses qui vont faire écho à ce qui a été dit ce matin par Aurélia de Jean-Labatti. C'est aussi s'assurer d'une plus grande implication des salariés, leur donner les moyens de travailler dans un collectif plus soudé. Et puis, il y a des difficultés de recrutement dans de nombreux OGEC. Ça ne touche pas que notre secteur, mais il semblerait que notre secteur ne soit pas épargné. Le bien-être au travail, c'est aussi un levier d'attractivité et de fidélisation des salariés. Deuxième grande famille d'enjeux, la qualité des services. Évidemment, s'intéresser à la qualité de vie au travail des salariés, c'est aussi œuvrer pour ce qui est le cœur, évidemment, de la raison d'être de nos établissements, la qualité des enseignements et l'accueil de chacun. Dans un premier temps, bien sûr, ça va permettre d'augmenter la satisfaction des élèves et des familles, mais c'est aussi à plus long terme donner les possibilités, les ressources aux salariés pour faire face aux évolutions du métier, aux évolutions de notre secteur. Évolution des pratiques pédagogiques, une plus grande inclusivité, des exigences grandissantes envers l'école. Et puis, là, ça concerne bien sûr tous les secteurs d'activité. La démarche qui a été dite, elle répond aussi à des enjeux sociétaux. Les salariés qui sont de plus en plus en demande d'une meilleure conciliation entre temps personnel et professionnel, qui sont en demande de davantage de capacités d'évolution professionnelle et des enjeux transversaux qui touchent tous les domaines de la société par rapport à la diversité et à l'égalité. Alors concrètement, dans quel domaine on va pouvoir déployer une démarche de QVCT ? En fait, dans à peu près tous les domaines qui touchent à la gestion RH d'un établissement ou d'une entreprise. Donc d'abord, on l'a dit, le cœur de la QVCT, c'est le travail. Donc bien sûr, le premier domaine, c'est le contenu et l'organisation du travail. Est-ce que les salariés ont des tâches assez variées? Est-ce qu'ils ont assez d'autonomie, une capacité d'initiative, une charge de travail régulée, raisonnable? Tous ces aspects qui ont vraiment trait au contenu du travail en lui-même. Le deuxième domaine, la santé au travail, veiller à ce que préserver la santé soit présent dans toutes les décisions. Donc ça passe par l'organisation du travail, du temps de travail également, mais aussi par l'aménagement physique des locaux, l'ambiance lumineuse, le niveau sonore, etc. Troisième grand domaine, compétences, parcours professionnel, accompagner le salarié dans son parcours professionnel, notamment en respectant ses obligations vis-à-vis des entretiens professionnels, et puis lui permettre de développer ses compétences par la formation professionnelle évidemment, mais aussi par le tutorat, etc. Quatrième domaine, l'égalité professionnelle. Quand on parle d'égalité professionnelle, on parle de conciliation de vie personnelle et professionnelle.
Monsieur Durand en donnait un exemple ce matin, hein. C'est par exemple respecter le délai de prévenance pour changer le planning, afin que les salariés, bien sûr, puissent organiser leur vie personnelle et familiale. L'égalité professionnelle, c'est aussi l'égalité femmes-hommes en termes de salaire, en termes d'accès aux responsabilités. Et puis, c'est aussi la prise en compte du handicap, pour que le handicap ne soit pas un frein à l'évolution professionnelle et là encore à l'accès aux responsabilités. Cinquième grand domaine, le management. Évidemment, la qualité de vie au travail demande une implication de tous les personnels encadrants et de la direction, bien évidemment. Donc, c'est permettre ce que tous les salariés puissent s'exprimer sur le travail et des temps d'échange sur le travail, soient impliqués dans tous les changements qui les concernent, soient informés également par les dirigeants des orientations stratégiques de l'établissement. Dernier domaine, les relations interprofessionnelles, le climat social. C'est assurer une ambiance de travail sereine. C'est donner les moyens aussi d'un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel. Et puis s'organiser des moments de convivialité, des lieux de repos agréables, etc. Donc vous le voyez, c'est extrêmement large. On touche en fait vraiment à tous les champs de la vie de l'entreprise. Alors concrètement, comment on s'y prend? Il n'y a pas de formule magique, hein, il n'y a pas de méthode absolue. Je vais simplement vous présenter la démarche qui a été préconisée par l'ANACT, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, et qui a été reprise dans l'ANI de 2020. Donc tout d'abord, démarrer cette démarche tout simplement en réfléchissant ensemble, en posant le cadre et en fixant les éléments de pilotage de la démarche. Ensuite, poser un diagnostic partagé, ce qui signifie qu'on va écouter tous les parties prenantes, les salariés, les personnels encadrants, pour que ce diagnostic-là ne soit pas le diagnostic de la direction ou du CSE, mais soit bien un diagnostic partagé par tous. Une fois qu'on a ce diagnostic, on propose des expérimentations. Et puis on se lance. On expérimente, on fait le bilan. Et enfin, on en tire des leçons, on pérennise, on capitalise sur ce qui a été expérimenté et on recommence. C'est-à-dire que la QVT, c'est bien une démarche, ce n'est pas une fin en soi. Et donc, on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Je pense que Sophie le dira mieux que moi. En fait, quand on entre dans une démarche de qualité de vie et des conditions de travail, ensuite, les salariés, les managers deviennent eux aussi force de proposition pour lancer de nouvelles expérimentations. Je vais à présent passer la parole. Vous voyez, j'ai été rapide dans cet apport, cet éclairage théorique. Et je vais pouvoir passer la parole à Dominique Rocheteau, donc responsable RH des relations sociales et de la QVT au sein du groupe BPCE. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Dominique Rocheteau. Je travaille donc comme Karine que vous avez vu tout à l'heure à la DRH Group de BPCE et je suis plus particulièrement en charge des sujets de qualité de vie au travail. Ce que je me propose de faire, alors c'est un deux temps, moi je vais essayer de vous montrer comment au sein d'une structure, on va dire mutualiste, décentralisée, donc on ne prend pas des décisions centrales qui l'ont fait redescendre et qui doivent s'appliquer,
On est dans des échanges, dans la co-construction, dans l'impulsion. Je vais vous montrer quel type d'organisation on a mis en place, parce que je pense que ça peut vous intéresser et que nos dimensions de sites, d'entreprises réparties dans l'ensemble du territoire a des similitudes avec vos établissements qui sont, je l'imagine, restent autonomes sur un grand nombre de décisions et de choses. On a effectivement, je crois, un certain nombre de points communs que je viens d'évoquer, notamment celui de ces territoires, mais aussi voilà, nos clients, je pense que c'est une grande partie d'entre eux, moi je l'espère, sont aussi les parents que vous voyez au quotidien et leurs enfants. Donc il me semble qu'on a pas mal finalement de similitudes, même si nos domaines d'activité peuvent paraître assez éloignés. Alors, je vais reprendre un petit peu des choses, renfoncer le clou ou dire en quoi je partage, mais je crois que je partage beaucoup de choses avec ce qui vient d'être dit. En tout cas, quand on est dans ce type d'environnement, je crois que déjà il faut aussi essayer de partager sur un socle commun et en tout cas d'échanger, de confronter ce qu'on met dans la QVT, d'où quelques mots sur de quoi parle-t-on quand on parle de QVT. On a des définitions qui nous ont été amenées par les ANI, mais c'est assez récent finalement. Et au fond, chaque entreprise s'est fait un petit peu sa définition. En tout cas, ce qui est important, c'est de la partager au sein de structures qui marchent ensemble et qui fonctionnent ensemble. Ensuite, pourquoi mettre en place une démarche? Et puis, comment on la pilote, comment on l'anime dans des organisations donc mutualistes ou décentralisées comme les nôtres. Et on a donc établi un réseau et voilà pourquoi qu'on s'appelle des QVTistes, voilà pourquoi et comment on anime un réseau de QVTistes. Et puis ensuite, j'espère, on croise les doigts que ça fonctionnera. Céline Artis de la Caisse d'épargne Loire-Centre témoignera sur des actions beaucoup plus concrètes qui sont notamment autour des incivilités, je crois qu'on doit pouvoir les partager, et aussi sur tout ce qui est autour du retour longue maladie. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de QVT? Pour nous et pour moi, en tout cas, c'est ce que je porte vraiment avec très forte conviction, c'est d'abord et avant tout la qualité du travail. Donc quand on dit qualité du travail, on parle de quoi? On parle des conditions de travail, on parle de l'organisation de travail, on parle des relations de travail. Alors relations de travail, c'est à la fois avec ses clients, c'est à la fois avec son manager, c'est à la fois avec ses collègues, c'est toutes ces dimensions-là. On parle aussi de la transformation du travail. Aujourd'hui, c'est permanent. Le travail se transforme tout le temps. Dans nos environnements, c'est le digital. Dans nos environnements, c'est le travail hybride. C'est tout un tas de choses. C'est des attentes et des exigences de nos clients qui sont de plus en plus fortes. Je vous avais parlé tout à l'heure des attentes et des exigences des parents par rapport à l'enseignement. On a des problématiques tout à fait similaires. Et ça, c'est le cœur. C'est-à-dire que si on n'est pas là-dessus, je pense qu'on rate quelque chose. C'est aussi, on parle en QVT, alors QVT ou QVCT, pour moi c'est la même chose. On parle aussi de prévention, forcément, on en a parlé beaucoup tout à l'heure. Il y a 3 types de prévention en QVT, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Or, la qualité du travail, on est sur la prévention primaire, c'est-à-dire et là on peut être en anticipation sur des organisations de travail pour qu'elles soient le moins délétères possible. Si vos organisations du travail, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas se protéger de tout, on est bien d'accord, donc il y a forcément un certain nombre de risques qui vont se réaliser, et ça a en général des effets sur la santé. Donc le deuxième pilier qui est important dans la qualité de vie au travail, c'est la question de la santé au travail. Et c'est la santé au travail au sens les effets du travail sur la santé. Alors, on sait que les gens qui ont un travail sont généralement en meilleure santé globalement que ceux qui n'en ont pas. Ces situations sans travail sont beaucoup plus difficiles à vivre. Mais pour autant, le travail peut avoir des effets sur la santé. Et ça va se traduire, on a parlé en partie tout à l'heure, sur tout ce qui est RPS. Donc RPS, on retrouve les harcèlements moraux, mais également sexuels et le sexisme. Ça va se traduire également sur des sujets comme autour des RPS. Ça peut se traduire, suivant votre environnement, sur des sujets comme les addictions.
Alors bien sûr, il peut y avoir des volets personnels, mais la situation de travail peut amener, voire renforcer des situations d'addiction. Et bien d'autres, je n'en cite que quelques-uns. Mais en tout cas, c'est comment le travail doit être un facteur de préservation de la santé et en quoi l'employeur a un niveau de responsabilité important autour de ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Et là, on va plutôt être sur de la prévention dite secondaire et tertiaire. Alors secondaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on équipe les collaborateurs pour faire face à des situations qu'on ne peut pas éviter. Donc, par exemple, le stress, on peut... idéalement, il faut essayer d'éliminer les situations de stress trop importantes, mais pour autant, la vie, c'est aussi, ça fait aussi partie, le stress fait aussi partie de la vie. Pour autant, on peut aider les collaborateurs par de la formation, de la sensibilisation à faire face à leur stress. Mais c'est pas suffisant. Il suffit pas c'est comme sur un chantier. Le secondaire, c'est on vous donne un casque et des chaussures de sécurité. Pour autant, il faut bien avoir travaillé. Ça suffit pas si en amont vous n'avez pas travaillé sur le fait que vous renforcez pas le fait que la grue va pas laisser tomber une poutre. Donc pour autant, on n'est jamais garanti qu'elle ne tombe jamais. Et enfin, il y a le dernier volet qui est un peu, si je puis me donner cette expression, la cerise sur le gâteau. Et là, on en a un peu parlé. Bah oui, c'est peut-être le baby-foot, c'est peut-être la salle de sport, c'est peut-être des berceaux, c'est peut-être des moyens de locomotion qui facilitent l'arrivée, etc. Alors, c'est très bien, mais si la QVT, on l'oriente vers ce point-là, bah, à mon sens, on ne fait pas vraiment de QVT. Alors, en revanche, c'est parfois le plus facile à faire. Alors, ça demande des investissements, mais mettre en place une salle de sport, c'est un investissement. Alors, vos environnements ne le permettent pas, mais nos agences ne nous permettent pas de le faire. On peut le faire dans les sièges, mais on peut le faire dans les agences. Oui, ça demande un peu d'argent, mais c'est relativement facile à faire. Se préoccuper du travail, de l'améliorer, de voir en quoi il a des impacts négatifs sur les personnes, c'est beaucoup plus complexe. Pour autant, ça demande en général beaucoup moins d'investissement. Alors, la politique qualité de vie au travail, en fait, un de ses objectifs, c'est cette raison d'être, c'est de trouver, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un équilibre entre la performance de l'entreprise, la performance économique, parce que ça se rappelle à nous très régulièrement, ce qu'on va appeler le bien-être des salariés, et puis la satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'il y a toujours un équilibre à trouver, parce que finalement, les intérêts, les attentes et les besoins des uns et des autres ne sont pas forcément convergents. Nos clients, ils aimeraient bien que nos agences soient ouvertes beaucoup, avec des plages horaires très importantes, sauf si vous faites ça, ça veut dire que vos salariés, ils ont des temps de travail qui sont importants. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Donc, on n'a pas forcément effectivement une convergence d'intérêts entre ces trois éléments, et pour autant, c'est ça un des rôles de la QVT, c'est de trouver cet équilibre. Je l'ai dit, la QVT, le cœur, c'est le travail, c'est par là qu'il faut commencer. C'est une démarche de prévention, j'ai parlé de prévention tout à l'heure, c'est vraiment une démarche de prévention, il faut être dans cet esprit-là. Et c'est quelque chose de multidisciplinaire ou de multimétier ou de multi-acteurs. Quand on commence à parler du travail, vous avez les gens qui le réalisent, vous avez les gens qui le conçoivent, vous avez les gens qui le managent, vous avez les clients qui ont des attentes. Donc il peut y avoir plein de métiers au sein d'une entreprise, d'une même entreprise, même si on a des objectifs communs, on a plein de métiers. Et il faut arriver à impacter, à intégrer et à embarquer l'ensemble de ces acteurs. Parce que quand on parle d'amélioration des organisations du travail ou des conditions de travail, il faut bien que les gens du métier, qui sont ceux qui dessinent le travail, qui l'imaginent, qui font les organisations, soient embarqués. Sinon, ils dessinent leur organisation, elle se met en place, elle a des impacts négatifs, et puis après, on fait ce qu'on appelle de la prévention, donc tertiaire, que j'ai peut-être pas défini tout à l'heure, c'est-à-dire on répare, on essaye de guérir, mais on n'a pas fait la prévention. C'est une amélioration continue parce que, vous l'avez évoqué, mais aussi parce que le champ est tellement large que de toute façon, on ne peut pas se lancer sur tout en même temps. Donc ça, je pense que si j'avais un petit conseil, c'est qu'il faut effectivement partager la définition de la QVT. Qu'est-ce qu'on y met dans nos environnements, par rapport à vos contraintes? Il faut aussi se dire par quoi on commence, c'est quoi le plus important. Et puis on commence peut-être modestement, vous avez parlé d'expérimentation, on commence modestement, on fait des retours d'expérience, on voit ce qui marche pas, et puis on avance, et puis on incrémente dans le temps, et puis au fur et à mesure, on a des dispositifs de plus en plus avancés, de plus en plus sophistiqués, et de plus en plus fluides. Mais il faut être parfois modeste,
avancer doucement, mais avancer. Et puis aussi, je crois, un point qui est important, c'est que la QVT, c'est l'affaire de tous. Et ça va du dirigeant au salarié. On peut être, en tant que salarié, quelqu'un qui va effectivement produire de la non-qualité de vie au travail, par son comportement, par la manière, alors on a parlé du sexisme, hein, mais il n'y a pas que ça, par son comportement, par la manière d'apporter du soutien ou pas à ses collègues, il y a toutes ces dimensions-là. Il y a bien sûr les dirigeants, qui ont un rôle exemplaire, qui doivent impulser, qui doivent appliquer aussi ce sur quoi ils font des discours. C'est important, c'est pas toujours simple. Hein. On évoquait tout à l'heure, je crois, une formation qui avait été faite, notamment dans le cas où l'ensemble de la hiérarchie, y compris en partant des comités de direction, avait été formé. Ça, je pense que c'est essentiel. On n'y arrive pas toujours. Donc parfois, on part du terrain pour remonter, parfois ça part d'en haut pour redescendre. Voilà. Il faut prendre aussi toutes les portes, toutes les petites ouvertures qui se produisent pour faire avancer ce sujet. Bien sûr, le manager, hein, mais on ne peut pas toujours tout lui mettre non plus, le manager, il faut faire attention. Il est vraiment au centre du travail et de toutes les relations de travail, et pour autant, il ne peut pas être à la fois RH, cuvettiste, manager, pilote. Donc il faut aussi l'accompagner et faire attention à ne pas lui porter trop de responsabilités. Et c'est aussi important, vous l'avez dit, le dialogue. C'est-à-dire que c'est aussi la QVT une occasion d'avoir un dialogue sur le travail. Alors, bien sûr, il y a l'organisation du travail qui est généralement décidée, voilà, on va dire, à de plus hautes instances, mais il y a toujours un travail d'organisation à faire au plus près du terrain. Et ça, il faut le faire avec les gens qui font le travail, parce que finalement, c'est eux qui savent où sont les difficultés, c'est eux qui savent ce qui va être plus fluide, c'est eux qui, de toute façon, vont compenser ce qui n'a pas été prévu par l'organisation, parce que l'organisation, elle a beau être bien pensée, bien écrite, etc. Il y a toujours des interfaces qui n'ont pas été imaginées, des situations qu'on n'avait pas prévues, et c'est le collaborateur, le salarié sur le terrain qui va, par son intelligence, va trouver des solutions, à s'adapter, faire face. Et donc, il connaît très bien ces situations de travail. Il faut lui faire confiance et avoir un dialogue autour du travail et de son organisation dans le quotidien. Alors, pourquoi mettre en place ? On en a déjà une démarche QVT, donc, dans la continuité, sur la durée. On a des obligations légales, je crois qu'on en a parlé plein ce matin, enfin tout à l'heure. L'employeur prend, et vous en avez parlé ce matin, il me semble, les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a une obligation de résultat, même si celle-ci s'est un petit peu transformée en obligation de moyens renforcés. Néanmoins, ça reste quand même une obligation de résultat. Il doit évaluer les risques professionnels sur les postes de travail et donc consigner ces risques dans un document et mettre en place des plans d'action pour prévenir les risques. Donc là, on est bien sur tout ce qui est la prévention primaire. Et puis, il y a aussi un deuxième levier, une deuxième bonne raison, c'est effectivement, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est la performance globale de l'entreprise. Ça contribue à impliquer les salariés. Si on veut que nos salariés offrent des services ou des produits de qualité, s'investissent par rapport aux attentes de nos clients, il faut qu'ils soient bien dans leur peau. S'ils ne sont pas bien, ils vont peut-être le faire un certain temps en prenant sur eux, mais il arrive un moment sur la durée, ils ne pourront pas le faire sur la durée. Donc c'est fondamental, effectivement, que le salarié soit bien dans son travail, dans son activité, dans les relations de travail, pour qu'effectivement, il soit au service de nos clients. Et puis, on a, bien sûr, il faut garder nos salariés, il faut aussi attirer de nouveaux talents. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ces deux volets ne sont pas... ils sont même pas complémentaires. On parle à peu près de la même chose. Parce que quand on évalue les risques professionnels, qu'on fait des plans d'action pour éviter ces risques, on est bien sur le travail et au cœur du travail. Donc on a déjà quelque part presque tout son plan de qualité de vie au travail, son plan d'action qualité de vie au travail, sa démarche qualité de vie au travail qui est déjà inscrite. On a toujours tendance à dire... Bon, il y a l'obligation légale, puis après, alors on va faire un petit peu de baby-foot, un petit peu de salle de sport, un petit peu, alors je caricature, et on aura fait de la QVT. Non,
en fait, les deux vont totalement dans le même sens et doivent totalement s'articuler. C'est pas faire un effort pour répondre aux obligations légales et puis à côté faire ce qu'on appellerait de la QVT. C'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Alors, comment, je disais, donc dans un groupe décentralisé, on essaye de porter ces sujets, de les animer, d'accompagner nos entreprises. Alors, vous savez que les caisses d'épargne sont des entreprises à part entière, donc elles ont leur propre structure, RH, etc. Et elles sont tout à fait autonomes dans leurs décisions et dans leurs choix. Nous, au niveau central, on a déjà une première chose, c'est qu'on essaye de leur apporter des démarches, on essaye de leur apporter des guides. Alors j'ai mis quelques petites illustrations. Par exemple, on a fait des guides, on a conçu des guides autour de la politique, structurer une politique d'aidants. On a des démarches comme la mesure d'impact humain dans les transformations. Ça consiste à aller interviewer les collaborateurs pour savoir quels sont les impacts d'une nouvelle organisation sur leur activité et donc sur du coup leur santé, du coup sur leur qualité de vie au travail. Il a été parlé tout à l'heure on ouvre des partenariats. Par exemple, j'ai cité Cancer at Work pour tout ce qui est autour de la longue maladie, des maladies chroniques. On fait du référencement de cabinet. Alors nos avocats tout à l'heure en ont parlé. Bon, je serais peut-être un petit peu plus nuancé, mais ceci dit, ils ont raison. Hein. Nous, on fait des référencements de cabinet parce que, et quand on fait un référencement, alors on pense souvent, on fait des négociations tarifaires, etc. Alors, on a bien sûr ce volet-là, du fait de la masse que ça peut représenter, mais on est très, très attentif et on est présent, nous, en tant que métier, hein, dans ces négociations, sur la qualité des cabinets, sur ce qu'ils peuvent apporter, sur les consultants qu'ils ont, comment ils sont formés, comment ils les accompagnent. Parce qu'effectivement, surtout sur certains sujets très sensibles lorsqu'on touche au psychologique notamment, puisqu'on a des cellules de soutien psychologique qui sont mises à la disposition des collaborateurs du groupe, de s'assurer qu'effectivement on a bien affaire à des gens sérieux, professionnels, expérimentés. Donc là, du coup, nous, en tant que... ça permet, évidemment, si chaque entreprise ou chaque structure fait ce type de démarche, c'est très chronophage et ça lui prend beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment des types de choses où on peut mutualiser. On met à la disposition, pareil, un baromètre social. Donc, c'est des enquêtes qu'on fait à peu près tous les ans ou tous les 2 ans. Là aussi, on mutualise, on construit le questionnaire ensemble avec les entreprises. Et puis ensuite, chacune le déploie et a à sa main l'ensemble des résultats des baromètres. Des outils de communication, voilà. Et puis, on a un levier important qui sont les accords de branches. Hein. Donc, on a des branches professionnelles dans notre environnement. On a la branche professionnelle des caisses d'épargne, la branche professionnelle des banques populaires. Et donc, on a des accords QVCT. On les a appelés QVCT puisqu'ils viennent d'être signés sur la qualité de vie au travail. On a abordé les sujets de charge de travail, on a abordé les sujets de relations de travail, on a abordé les sujets de co-construction, de dialogue social, de tout ce qui est aussi comment pour assurer l'inclusion notamment des personnes qui ont des situations personnelles difficiles ou qui ont des situations de maladie, comment on assure le maintien dans l'emploi et leur inclusion. Et il y a un engagement fort dans ces accords qui est notamment que chaque entreprise va redécliner cet accord en prenant tous les thèmes de l'accord, va le redécliner en local par une négociation. Donc là aussi pour maintenir le dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise, de la structure. Alors, comment on s'organise ? Eh bien, en fait, on a construit une communauté, on appelle ça une communauté de QVTistes, c'est-à-dire que ce sont des représentants dans chacune des entreprises qui sont en charge du sujet de la QVT, mais pas seulement, ils ne sont pas forcément à 100%, et avec lequel nous, on a des échanges très réguliers, et on parle du mot communauté parce que je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est un lieu, alors même s'il peut être distanciel,
d'échange, de partage, de pratique, de co-construction, de dire moi j'ai ça, j'ai telle difficulté, est-ce que quelqu'un l'a déjà rencontré, comment vous avez fait, et ça c'est fondamental. Alors on les aide dans ce cadre-là en faisant, on fait 3 réunions physiques annuelles. Alors on n'a pas fait là ces dernières années, vous imaginez bien, mais là on recommence un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. On fait 3 réunions physiques annuelles qui sont des occasions pour présenter leurs dispositifs, ce qu'ils ont mis en place, quelles difficultés ils ont eu, faire des retours d'expérience. On fait des webconférences mensuelles où on les réunit donc tous les mois, où à nouveau elles auront l'occasion d'échanger entre eux. Et puis on soutient tout ça avec, aujourd'hui, voilà, le numérique nous permet de faciliter l'ensemble de ces approches à distance, des sites type SharePoint, mais peu importe l'outil, hein, qui permettent de partager des ressources, de capitaliser et d'échanger au fil de l'eau régulièrement. Et vraiment l'idée de la communauté, c'est on partage nos pratiques, on partage nos idées, on partage nos informations, qu'on construit. Je vous ai parlé tout à l'heure d'outils. La plupart du temps, on va travailler dans un groupe de travail avec 2-3 caisses qui sont déjà avancées sur le sujet, qui ont déjà réfléchi sur le sujet, qui ont déjà expérimenté, et puis on va travailler avec elles pour construire un outil qui peut être un guide, qui peut être un e-learning, enfin après ça dépend du sujet, mais du coup c'est pas nous qui faisons et puis on leur dit voilà on vous met ça à disposition, on travaille avec quelques entreprises qui sont plus avancées sur un sujet. Nous, derrière, on assure la logistique, la mise en forme, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, l'outil va être diffusé à l'ensemble des entreprises du groupe. Et puis chacune, sachant les règles de leur autonomie, va décider de le mettre en œuvre quand, comment et sous quel format. Et puis renforcer les expertises, capitaliser sur les connaissances, parce que finalement, tous ces métiers autour de la qualité de vie au travail sont des métiers relativement nouveaux. Dans le groupe, on a commencé à parler du sujet. On a commencé à parler du sujet en 2010, pas vraiment du sujet. On a commencé à parler de tout ce qui était RPS, puisque là, à cette époque-là, les pouvoirs publics ont mis beaucoup de pression sur les entreprises, et notamment les plus grosses, pour qu'elles s'occupent des sujets de RPS. Ensuite, on s'est dit, c'est quand même pas une entrée très sympathique, les RPS. Le sujet, c'est quand même la qualité du travail, et il faut... aussi pour embarquer les dirigeants, c'est plus facile d'embarquer les dirigeants en parlant de qualité du travail, d'organisation du travail et conditions de travail qu'en leur parlant de RPS et de choses pas très sympathiques. Toujours est-il que c'est des sujets qui restent nouveaux, qui sont très larges, hein, qui balayent des champs énormes. Et donc, il est important aussi de développer l'expertise et de faire monter en expertise, puisque c'est des métiers qui n'existent pas encore vraiment, même si ça fait 10-12 ans qu'on les pratique dans nos environnements. On a d'ailleurs mis en place des formations, donc ça c'est aussi qui peuvent être des choses mutualisées et partagées. Hein, c'est de construire un parcours de formation et qui pourrait être accessible à l'ensemble des entreprises, des référents QVT ou de toute personne qui travaille sur ce sujet-là pour pouvoir effectivement développer leurs connaissances et leur expertise. Alors, si marche bien. Nous devrions donc avoir le témoignage de Céline Artis, qui est chef de projet QVT et référente QVT. Donc, je vous ai parlé d'un réseau de QVT. Donc, Céline est référente QVT et qui va témoigner sur deux... Bonjour Céline, tu nous entends bien? Bonjour à toutes et à tous, je vous entends parfaitement. Eh bien, écoute, je te donne la parole. Eh bien, je suis ravie d'être présente ce jour avec vous. À distance, je n'ai pas pu venir jusqu'à vous. Donc, je me présente, Céline Artis, je suis chef de projet aux ressources humaines au sein de la Caisse d'épargne Loire-Centre. Je suis en charge de la QVT depuis 2016 et je suis également référente maladie au travail. Donc on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur deux sujets. Le premier sujet qui est celui des incivilités, dont j'ai entendu parler tout à l'heure, et puis un autre sujet qui est le retour de longue absence dans le cadre d'une maladie. Moi, j'ai pas de retour, alors je sais pas si on t'entend très bien. D'accord. Tu peux y aller, on t'entend parfaitement.
Ok. Donc nous, en Caisse d'épargne Loire-Centre, qu'est-ce que nous avons mis en place pour les incivilités? Nous les avons, catégorisées en trois grands types d'agressions. Les agressions verbales, dans lesquelles on va pouvoir retrouver les injures, les insultes d'ordre général, des menaces de mort ou sous conditions, autres menaces d'intimidation. Des agressions comportementales, où là on va mettre dedans le harcèlement, le chantage, du bruit ou du tapage injurieux, de la destruction, voire de la dégradation. Et puis de l'agression physique, donc là ça peut être de la violence légère ou de coups et blessures volontaires avec une notion d'intention en fait des clients. Alors nous, nos incivilités concernent plus particulièrement notre réseau d'agences puisque nos collaborateurs sont confrontés tous les jours à la clientèle. Et au fur et à mesure des années, on voit en fait le nombre d'incivilités augmenter. Hélas, voilà, nous avons une clientèle moins patiente, plus exigeante, qui veut tout de suite et qui s'emporte plus facilement qu'il y a quelques années. Donc pour accompagner les collaborateurs, qu'est-ce que nous avons mis en place? Eh bien, chaque mois, nous organisons une journée incivilité qui est déployée par notre service formation, qui va concerner tous les nouveaux entrants, pour au moins qu'ils soient avertis de ce sujet lorsqu'ils vont intégrer par la suite leurs agences. Et puis les collaborateurs ayant subi une incivilité et à qui la formation est systématiquement proposée. Ensuite, le collaborateur la prend ou pas, mais voilà, ça leur permet derrière de mieux accepter et de mieux appréhender en fait derrière la situation, puisque certains peuvent être assez marqués. Alors pour les incidents qui se traduisent par des violences physiques ou des menaces, à ce moment-là, ça donne lieu à une prise de contact par nous, DRH, pour évaluer en fait les mesures d'accompagnement derrière que l'on va faire au sein de l'agence et puis plus particulièrement auprès des collaborateurs qui a subi cette incivilité. Ça va se traduire par une déclaration d'accident du travail s'il y a lieu, un signalement que nous faisons auprès des assistantes sociales, de la mise à disposition d'un numéro d'assistance psychologique qui est accessible 24 heures sur 24, et puis si besoin d'un accompagnement individuel par un psychologue. S'il y a vraiment en fait une incivilité très pesante qui a pu avoir lieu au sein de l'agence, on fait venir sur place on fait venir le psychologue en fait, et ensuite à chacun de prendre un rendez-vous, d'avoir tout de suite une discussion, ou pour certaines personnes en fait l'incivilité elle va le prendre sur le fait, et sur le fait en fait elle va se dire c'est pas grave, ça passe. Et puis ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine après, où là, en fait, il y a des symptômes qui vont pouvoir apparaître. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à revenir à l'agence et je ne sais pas pourquoi. Et je me sens pas bien et j'ai des montées d'angoisse. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, on demande surtout aux collaborateurs et aux managers de rester très attentifs sur les collaborateurs et sur des changements de comportement qui pourraient y avoir lieu dans les jours suivants, voire les semaines suivantes, pour nous prévenir et pour que nous, on puisse apporter des solutions apaisantes pour les collaborateurs. On a mis en place une fiche de déclaration d'incivilité qui est mise à disposition des collaborateurs, donc qui est complétée et qui nous est adressée. Et nous, ensuite, on répertorie tout cela dans un fichier. Ce qui nous permet en fait de les suivre, et c'est comme ça en fait qu'on s'aperçoit que d'année en année nous en avons de plus en plus.
En ce qui concerne les clients, nous faisons également une action, c'est-à-dire que nous faisons en fonction du degré de l'incivilité, nous adressons un courrier de rappel des règles de courtoisie qui est adressé par le service de la relation clientèle. Et puis, si vraiment en fait la incivilité a été très forte et au-delà de toute mesure, nous pouvons aller jusqu'à l'interruption de la relation commerciale. Voilà. Et donc, c'est pareil, par l'intermédiaire d'un courrier qui est adressé au client. Et ensuite, c'est le service de la relation clientèle qui prend le relais pour mener à bien en fait la fin de la relation commerciale. Voilà, vous comprendrez que on va pas demander à l'agence et aux collaborateurs qui ont subi cette incivilité de mener à bien cette fin de relation commerciale. Voilà, chez nous en fait en matière d'incivilité, ce que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner au mieux nos collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Écoute, il n'y a pas l'air pour l'instant, donc tu peux continuer peut-être. D'accord. Donc, deuxième sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir, donc c'est le retour de longue absence. Donc, en caisse d'épargne Noir Centre, on vient de revoir en fait notre process d'accompagnement des collaborateurs en longue absence pour raison de santé. Voilà, nous l'avons appelé comme ça, en longue absence pour raison de santé, parce qu'on n'a pas voulu stigmatiser par telle ou telle maladie. Voilà, parce que on inclut dedans en fait tout, c'est-à-dire les maladies chroniques, invalidantes, les cancers, mais aussi un collaborateur qui a pu avoir un accident qui le pénalise et qui va nécessiter derrière de la rééducation et peut-être voilà un arrêt qui va le mener à 6 mois, voire 1 an, le temps de se remettre. On a, à l'issue donc de la revue de ce process, on vient de finir de former toute notre ligne managériale, voilà, pour sensibiliser à 3 grandes étapes de ce nouveau process, qui est le recueil de toutes les situations, parce que pour nous, il est important d'avoir au plus tôt, en fait, la connaissance qu'un collaborateur va être en longue maladie à partir du moment où on peut le savoir, parce que si on a une intervention qui est prévue ou si on vient de nous annoncer qu'on a une maladie invalidante ou un cancer, on sait qu'on va s'en aller sur de la longue maladie. Et donc dans ce cas-là, eh bien, nous on va pouvoir être au plus près du collaborateur dès le départ. L'autre étape, c'est l'accompagnement avant et pendant l'absence, c'est de savoir rester en contact avec le collaborateur, voilà, pour que ce dernier ne se sente pas délaissé, en fait, qu'il garde, c'est de maintenir le lien. On leur a demandé, voilà, c'est de maintenir le lien avec l'entreprise et puis avec les collègues. Et le maintien de ce lien, en fait, et de donner de l'information va permettre ensuite de pouvoir préparer le retour. Et donc on a fait vraiment une grande thématique sur le retour, parce que le retour est une phase extrêmement importante qu'il ne faut pas délaisser. Un collaborateur qui est absent depuis 6 mois, 1 an, 18 mois, voire 2 ans en fait, qui va revenir à son poste de travail. Il faut savoir qu'il il a eu donc beaucoup de problèmes de santé. Il a eu à faire face à beaucoup de traitements. Il est peut-être même encore sous traitement, au moins médicamenteux, et puis peut-être également de la kiné. Voilà, les choses ne s'arrêtent pas quand je reprends en fait le travail. Donc le retour est vraiment très important. Donc on les a également sensibilisés sur le fait que, eh bien, comme pour l'absence, de savoir à quel moment le collaborateur va revenir nous est nécessaire. C'est nécessaire pour le manager comme pour nous au niveau des ressources humaines.
puisqu'il va falloir organiser en fait le retour de ce collaborateur. Alors nous, bien évidemment, au niveau de l'administration du personnel, nous accompagnons également au mieux les collaborateurs qui sont en longue absence, puisque à un moment donné, eh bien, on va avoir des questionnements sur la rémunération, sur mes congés, sur tout un tas de choses. Et donc, on va également les sensibiliser par ce biais-là également sur le retour. On leur a indiqué voilà, que plus le retour est anticipé, plus il sera préparé et mieux il se passera. Donc, on leur a indiqué qu'il était nécessaire qu'avant que leurs collaborateurs reviennent, qu'ils puissent avoir en fait un entretien de pré-retour. Alors, à distance, parce qu'on n'a pas le droit de faire venir le collaborateur qui est en arrêt maladie, mais au moins ça va pouvoir permettre de donner les dernières informations, de pouvoir le mettre en confiance, et puis ça va pouvoir, on va pouvoir également voir avec lui sous quelles conditions il va revenir. Est-ce qu'il revient en temps plein? Est-ce qu'il revient en temps partiel thérapeutique? Voilà, ces deux aspects-là sont aussi à prendre en considération parce que je reviens à temps plein, d'accord, mais c'est pas parce que je reviens à temps plein que je vais avoir toutes mes capacités dès que je vais remettre le pied derrière mon poste de travail. Déjà, j'ai un changement de rythme. J'étais dans mon cocon, j'étais chez moi, donc j'avais mon rythme. Là, je vais reprendre mon rythme du travail. Et donc, dans les premiers temps, je vais être beaucoup plus fatiguée. Surtout si en plus j'ai des traitements médicamenteux et comme je disais de la kiné ou autre chose, voilà, qui me fatigue en plus de ça. Donc il va falloir également que le manager le prenne en considération. Ça veut dire que c'est pas au moment du retour, eh bien, ah bah tiens, Martine elle revient, je lui redonne tout son portefeuille, je lui redonne toute son activité. Non, il va falloir également organiser un entretien avec tous les collaborateurs et dire voilà, Martine elle revient, mais dans un premier temps on va pas pouvoir lui redonner toute son activité, il va falloir que vous en gardiez une partie et on va lui redonner petit à petit. Tout comme le temps partiel thérapeutique, c'est pareil, eh bien c'est un échange donc au départ qui se fait entre le collaborateur et son médecin traitant. C'est le médecin traitant en fait qui va définir sur quelles conditions on peut revenir. Est-ce qu'on peut revenir sur du temps plein ou sur du temps partiel thérapeutique? Et si je suis sur du temps partiel thérapeutique, eh bien est-ce que c'est 3 jours par semaine? Est-ce que c'est dans un premier temps que les matins et pas les après-midi? Voilà, tout ça, ça s'organise avec son médecin. Et une fois que c'est organisé, le collaborateur nous informe son manager, parce qu'on va avoir besoin d'une organisation aussi de ce côté-là. Et on les a sensibilisés sur le fait que, eh bien, lorsque je suis en temps partiel thérapeutique, je suis là en temps partiel. Je suis pas là à temps plein. Donc je vais déjà avoir à gérer ma boîte mail qui, elle continue à être à 100%. D'accord? Elle ne se met pas à 3/4 temps ou 1/4 de temps ou elle ne s'arrête pas juste sur les matinées. Donc on leur a fait comprendre que le collaborateur il aura déjà bien assez en fait à traiter sa boîte mail, donc on ne va pas le charger dès son retour. Il va falloir faire comprendre également à ses petits camarades que eh bien c'est pareil, Martine elle va le reprendre, mais elle va le reprendre au fur et à mesure de son temps et de sa capacité également de reprendre. Et puis ça va être repris au fur et à mesure de l'allongement du temps de travail. Nous, de notre côté, au niveau des ressources humaines... Pardonnez-nous, ici Jean-René de Paris, je pense que vous ne voyez pas. Nous sommes très en retard, Céline Artis. Oui. Je suis désolé, mais un petit peu le maître du temps, donc je suis contraint de vous arrêter dans votre élan. Merci beaucoup de votre présentation et de votre enthousiasme. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est Loire-Centre, c'est où? Parce que je vois bien le centre Val-de-Loire, mais le Loire-Centre, Alors, Loire-Centre, nous sommes sur 6 départements, c'est-à-dire le 28, alors le 18, le 28,
le 36, le 37, le 41 et le 45. Voilà. Si vous Anne, faites votre le numéro grille de complémentaire loto. est à gauche là-bas. Hein. Et voilà. Alors, donc, alors, les nouvelles générations pouvez sont les noter. peu enclines à répondre à ce genre Alors, de... je vais voilà. donner les grandes villes. Donc, dans les grandes villes, on va être Tours, Orléans, Bourges, Blois, Chartres Nos gens le retrouvent. et Châteauroux. Voilà. Et Château-Renaud. Vous n'avez pas cité Château-Renaud. Châteauroux. Non, Ah, si, on a Château-Renaud. Château-Renaud. Ah, Château-Renaud, oui, nous Voilà. avons. Oui. Voilà. Tout à fait. Non, mais Voilà, donc oui, c'était 37. effectivement, moi voilà, je suis partie dans mon ça. élan parce que c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, l'accompagnement des Merci collaborateurs en beaucoup. longue absence, présence santé. Donc effectivement, j'aurais pu encore continuer. Merci. Continuer. Donc, voilà. Donc alors là, pour vous je dire plaisante. simplement que le retour est très important. Merci, oui, non, merci préparer. beaucoup d'avoir insisté sur cela. Oui, donc la prochaine fois que vous allez à la caisse d'épargne de Château-Renaud, Oui. alors si dans le grenier, tout en haut, vous Oui. trouvez une majorette de Talbot Rancho de couleur grise, immatriculée 354 RX37, c'est la mienne. Bien, d'accord. Voilà. Vos collègues vous expliqueront. Bien. Merci- Petite merci occasion, beaucoup. Je leur demanderai, je leur dirai. Merci à vous. revoir, merci de de votre- m'avoir invité voilà, pour ce témoignage. Très bonne fin de journée. Merci madame, merci beaucoup. Je laisse la parole à Aude. Merci Aude de votre intervention tout à l'heure et de vos propos introductifs. Merci beaucoup Dominique également de votre propos. Ça nous a permis de voir et de prendre conscience que la QVT en fait irrigue tous les sujets RH que nous avons évoqués depuis ce matin. Donc c'était un bel atelier conclusif par rapport au thème que nous avons traité toute la journée. Et je vous laisse la parole avec Sophie et à distance et en vidéo, Philippe Pro en Vendée. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, on va passer au partage d'expérience de Sophie et de Philippe. Philippe Pro qui malheureusement n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais qui s'est prêté au jeu d'une petite interview filmée pour nous partager son expérience. La première question que je lui ai posée, c'est la suivante. Comment se matérialise la démarche QVT dans son établissement? On l'écoute. Alors, cette démarche de qualité de vie au travail n'est pas formalisée, ça n'a pas forcément été une démarche inscrite en tant que telle dans des documents normés, voire une négociation collective, même via le CSE. C'est plus finalement une prise en compte de l'évolution des personnes dans l'établissement, à la fois du projet tel qu'il est vécu aussi au sein de la vie de notre établissement, qui nous a amené finalement à réfléchir sur différents aspects, tant sur la vie des élèves que sur la vie des adultes, et qu'après nous avons essayé de décliner finalement en action ou en processus de décision pour aboutir à des actions concrètes sur le terrain qui peut toucher tant les élèves que les familles, mais bien évidemment les personnels, et qui peut aussi amener une meilleure attractivité, que ce soit du côté des familles, mais aussi du côté des collaborateurs que l'on peut essayer de recruter au sein de l'établissement. Sophie, même question. Comment se matérialise la démarche QVT au sein de votre établissement Épi de Vauban à Dunkerque? Alors, donc bonjour à tous et à toutes. Donc le groupe Épi de Vauban, en fait, c'est la fusion de deux lycées polyvalents, d'un campus d'enseignement supérieur et d'un centre de formation continue et par apprentissage. Et c'est important de le souligner parce que c'est au moment où il y a eu cette fusion que la démarche en fait est née. Il y a aujourd'hui un petit peu 5 ans à peu près. Donc ça a été l'occasion évidemment de retravailler un projet d'établissement avec une action prioritaire autour du bien-être, parce que quand il y a fusion, il y a souvent bien entendu inquiétude, questionnement. Et c'est bien légitime. Donc on est parti sur un cliché, la mise en place d'une salle de détente.
il fallait bien, comme on disait tout à l'heure, voilà, essayer d'avoir des idées, essayer de faire émerger comme ça quelque chose qui pouvait participer au bien-être. On a mis en place des lieux d'écoute, je vais développer un petit peu tout à l'heure, qui s'appellent les points écoute, une charte d'utilisation du numérique, un droit à la déconnexion, et des groupes de pilotage qui se sont mis donc à mettre en place, à réfléchir à ces différents dispositifs. Donc ça, c'était avant la crise sanitaire. La crise sanitaire, en fait, quand elle est arrivée, a accentué, on va dire, des problématiques, notamment dans le cadre de posture managériale, dans le cadre la problématique de sens au travail, ou encore des problèmes d'équilibre entre, on le disait tout à l'heure, le temps personnel et le temps au travail. Donc ça a encore, entre guillemets, lancé davantage la machine dans cette démarche de QVT. Et comme l'a dit M. Durand aussi ce matin, et je pense que c'est un élément qui est absolument essentiel pour pouvoir le faire, c'est un vrai levier, c'est le dialogue social. Alors on est parti d'un état des lieux, des choses assez simples, hein, des données sociales, pyramide des âges, proportion d'hommes-femmes, la diversité, la proportion aussi de travailleurs en situation de handicap. On est parti aussi du document unique, hein, qu'on est en train de remettre à jour. Donc on s'est appuyé aussi sur toutes les notions de sécurité au travail. Il a été important aussi dans l'état des lieux de travailler en observation, ça c'est fondamental, c'est d'être en immersion en fait, à côté des personnels, mais aussi de faire des immersions de personnel dans d'autres services. Ça aussi c'est quelque chose qui est très important, de les écouter, de les questionner, d'analyser voilà, toutes les charges de travail, on en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, de l'importance de tout simplement être à l'écoute, et d'où aussi un autre, quelque chose de fondamental aussi pour mettre en place cette QVT, c'est vraiment s'appuyer sur les entretiens individuels, les entretiens professionnels. Les objectifs, donc, ça a déjà été abordé plusieurs fois dans la journée, hein, mettre du sens. Ça peut apporter aussi une notion d'engagement, de motivation, d'appartenance aussi, parfois à une entreprise et en l'occurrence à l'établissement, de prévenir toute forme de risque physique, santé mentale, et favoriser donc une forme d'équilibre, de bien-être, d'équité, et on l'a dit aussi plusieurs fois, d'inclusion. J'imagine que toutes les personnes ici se posent la même question. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est-à-dire qu'une démarche QVT, d'accord, et à quoi ça aboutit très concrètement dans un établissement? Alors, je vous ai dit, on est parti d'un cliché. Salle de détente. Ça a été quelque chose qui a été mis en place assez progressivement, de manière, on va dire, assez simple, avec un groupe de travail. Ça a nécessité un petit budget, mais on a fait aussi beaucoup de récup. Le lieu est né, le lieu est utilisé, il est apprécié, il est à disposition des personnels, des enseignants, de tous les salariés, les travailleurs de l'établissement et du groupe. Donc ça, voilà, ça a été, on va dire, une première petite étape. En même temps, donc je le disais tout à l'heure, développement de points écoute, et des personnes qui ont été formées à l'écoute active notamment. Donc les personnes sont identifiées au sein du groupe et des lieux et peuvent recevoir n'importe quel adulte pour que celui-ci puisse poser sa parole, sa problématique, et évidemment de manière tout à fait confidentielle. Les choses ne sont pas répétées. Par contre, je peux être parfois alertée sur une situation problématique sans forcément, les personnes ne sont pas nommées, mais on va m'alerter sur une situation qui peut être parfois simplement résolue. Et là, c'est là aussi où on va travailler avec le CSE, des fois, pour pouvoir faire avancer une situation et résoudre certaines problématiques. La mise en place du charte du droit à la déconnexion. Donc voilà, ça c'était vraiment les éléments de départ, parce que quand on vit une fusion, on a encore plus de listes de diffusion, vous savez, toutes ces listes à tous les personnels, à tous les profs, etc. Et ça a accentué en fait ce phénomène de notifications qui se sont multipliées parce que les gens faisaient des répondre à tous, merci, bisous, à demain. Voilà, quand on répond à tous, voilà, c'est comme ça, les notifications se développaient de manière exponentielle. Donc avec cette charte de droit à la déconnexion, on a un petit peu recadré les choses, ça a été travaillé, écrit. Tout à l'heure, on en parlait, c'est des choses qui sont formalisées. Ça nécessite parfois des piqûres de rappel, mais c'est des choses qui fonctionnent.
La sophrologie, alors j'ai la chance, nous avons la chance dans notre établissement d'avoir une infirmière scolaire qui est aussi sophrologue. Elle met ses compétences à disposition des adultes et des élèves. Elle peut donner des techniques, apprendre à gérer le stress, le but étant d'éviter les situations de stress, mais quand elles sont là, elle peut intervenir. On met en place aussi des randos sophro. Donc le midi, les personnels ont la possibilité de prendre leur petit pique-nique et de partir en rando sophro avec Nathalie Vièche, l'infirmière scolaire, et de vivre ce temps de détente, tout simplement. Et on n'hésite pas à dire, au lieu de reprendre ton poste à 13h30, tu peux le reprendre à 14h. Enfin, ça nous paraît complètement naturel pour que la personne puisse profiter de ce temps. Entre guillemets, de donner ce temps, on reçoit aussi d'autres engagements, d'autres initiatives des personnels qui sentent bien qu'on essaie un petit peu de faciliter ces temps qui peuvent être bien profitables. On est attentif aussi à tout ce qui est donc ergonomie du poste de travail. On a parlé de troubles musculo-squelettiques. Donc là, on a fait intervenir le CEDEST notamment. On disait, on peut faire intervenir des partenaires extérieurs qui sont complètement gratuits et qui viennent analyser les postes de travail. Alors ça, même chose, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, ça nécessite un petit budget. Mais quand on constate qu'un siège est assez détérioré, que le positionnement sur le poste de travail n'est pas adapté, il y a des choses toutes simples à faire pour tout simplement faciliter les conditions de travail au quotidien. Et ça provoque même en fait, je me souviens de quand on est rentré là cet été, d'une collègue qui aidait une autre collègue à bouger son bureau parce que l'écran était ceci et cela. Donc même entre elles, en fait, après, ou entre eux, ils ont des réflexes pour aménager au mieux leur poste de travail. Ça concerne aussi, dans notre groupe, l'équilibre de vie. J'appelle ça équilibre de vie, donc entre temps personnel et le temps professionnel. Alors on parlait de, alors, je ne vais pas pouvoir tout développer, mais on parlait de télétravail. Le télétravail, on en parlait déjà avant la crise sanitaire. On en a parlé notamment au moment des accords collectifs sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est un axe qu'on a travaillé, développé et formalisé également. Donc les personnels, selon... on demande parfois aux responsables de service, en fait, on dit c'est tel jour ou telle demi-journée, il y a des objectifs à atteindre, et ce dont on se rend compte, c'est que ça permet des fois de gérer des dossiers beaucoup plus rapidement que si on était sur son lieu de travail parce qu'on est interrompu toutes les 5 minutes. Donc pour nous, ça a été vraiment quelque chose de très profitable. On sait que ça ne peut pas se développer dans tous les services, pour certains services c'est complètement impossible, d'autres n'aiment pas du tout, ne le font pas. C'est quelque chose qui est assez libre, et on travaille effectivement dans la confiance. Dans cette forme de télétravail. Je parlais d'immersion tout à l'heure, je pense que c'est assez essentiel. Donc là, le plus gros travail, ça a été au niveau du centre de formation. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'apprentissage s'est beaucoup développé ces derniers temps. Notre centre a grossi. Et on s'est rendu compte, et puis surtout en discutant avec les personnels et en observant, qu'il y avait une charge de travail qui était devenue très importante, qu'il y avait un problème de qui fait quoi, que les locaux n'étaient pas forcément adaptés. Donc on est allé en immersion. Donc j'ai aussi la chance d'avoir une responsable RH, Marilène, que je salue, qui va en immersion. Je l'ai fait également, bien entendu, et d'entendre en fait les personnels qui sont bien aussi force de proposition. Donc après, on a créé un temps en fait à l'extérieur. On a travaillé, alors excusez-moi l'anglicisme, en design thinking, donc pour analyser d'abord ce qui se passait, poser ce fameux diagnostic. Après, on a travaillé ce qu'on appelle en idéation, d'essayer de fantasmer quelque chose d'assez idéal, de créer des prototypes d'aménagement d'espace, et puis entre nous, en fait, de délire en fait le prototype le plus adapté, retravailler les organigrammes, les fiches de poste. Et il s'agissait là, on est en open space, il fallait recloisonner les choses pour bien identifier les missions de chacun. C'est quelque chose qui est ressorti de toute notre analyse. Et bon, ça c'était un travail qui a commencé il y a plus de 3 ans. Les choses sont... Il reste quelques petites choses à ajuster, ça prend du temps, ça demande parfois aussi du budget, mais c'est possible.
voilà, de manière aussi dans un peu le même ordre d'idée de la salle de détente, on organise aussi des journées bien-être. Donc là, la dernière, quand on profite parfois de réunions pédagogiques, les enseignants sont sans leurs élèves, travaillent. Donc parfois, en fait, je demande à fermer le lycée complètement pour que les personnels aussi puissent vivre un temps autour de leur travail, de l'organisation de certaines choses et de profiter aussi de choses pour améliorer en fait leur situation au travail. Donc on fait intervenir une nutritionniste, donc là qui vient bénévolement parce que c'est la société de restauration pour travailler sur un petit déjeuner équilibré, énergétique pour vivre toute la journée de travail. On va faire venir, comme je le disais tout à l'heure, le CEDES qui là, au-delà d'analyser les postes de travail, va aussi donner des conseils sur des postures, en fait, des postures, au même titre quand on fait le travail de gestes et postures avec des élèves de lycée professionnel, donc pour travailler gestes et postures, des activités sportives douces, j'ai envie de dire. Là ici, ils étaient partis pour faire l'initiation à la marche nordique. On travaille aussi avec des sweet balls, vous savez, ces gros ballons en plastique. De ce fait, j'ai aussi des personnels qui se sont procurés leur propre sweet ball et parfois switch en fait leur chaise de bureau pour s'asseoir sur ce fameux sweet ball, être un peu plus, un petit peu plus mobile tout simplement. Donc ça crée des réflexes qui améliorent, j'espère en tout cas, conditions de travail. Et là, j'y suis allée un petit peu dans l'ordre chronologique. Je vous raconte un petit peu 5 ans de dispositif. L'un des derniers qu'on a mis en place, c'est donc activateur de progrès. Ça a été, je crois, souligné tout à l'heure, activateur de progrès en lien avec la GFIP pour la sensibilisation aux personnes en situation de handicap. Donc au moment de l'Assemblée générale de rentrée, c'est une slide ici où on vous en dit plus pour expliquer un petit peu ce qui allait être mené autour de ce dispositif activateur de progrès. Donc je vais essayer d'être assez synthétique parce que c'est un petit peu plus complexe que cette slide. Donc c'est une newsletter qui se lit en 10 secondes avec derrière des quiz pour savoir ce que les gens ont appris de cette fameuse newsletter, tout travailler avec les documentalistes qui vont conseiller des lectures autour du handicap. Ce mois-ci, le thème est sur les problèmes ce que peuvent vivre, les personnes malentendantes, d'avoir aussi d'être à l'écoute en fait de toute forme d'idées et de propositions. On travaille aussi en duodé, c'est-à-dire on invite, propose en fait à des associations et à des personnes en situation de handicap de venir en fait dans l'établissement et d'être à côté d'un salarié de l'établissement pour qu'il y ait un échange et un partage. La personne des fois qui ne vit plus ces phénomènes des fois de socialisation, de sortir, de rentrer ou re-rentrer dans le monde de l'entreprise ou dans un établissement, ici en l'occurrence scolaire, ça peut être quelque chose qui peut être on va dire dynamisant et ça permet aussi pour nous de repérer des compétences chez des personnes en situation de handicap, parfois même donc d'embaucher des personnes ou tout simplement de les conseiller dans notre réseau d'établissements. Je ne vais pas tout développer, mais tout ça, ça profite à la fois au personnel enseignant, au personnel non enseignant et bien entendu aussi aux élèves, parce qu'on sensibilise aussi les enseignants et les personnels aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc sensibiliser, dépasser les préjugés et lutter contre la discrimination, bien entendu. Dernière chose, là, c'est un projet de raménagement de locaux. Donc là, une équipe de profs a pris ça en main, une équipe de formateurs également. Ce sont deux lieux séparés, parce que géographiquement, il y a une petite distance. Voilà, pour essayer de penser le lieu qu'ils souhaiteraient pour être dans leur salle des profs. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt dans l'idée d'un prototype. Puis on va avancer, surtout quand on aura le budget, sur ces projets. Mais en tout cas, c'est en maturation. Ça permet aussi de travailler donc, sur le plan de développement de compétences, le plan de formation. Donc je vais donner quelques exemples, je ne vais pas être exhaustive. Un exemple de formation pour gérer en fait l'agressivité. Madame en parlait tout à l'heure, l'agressivité parfois en présence des personnes qui arrivent à l'accueil, des personnes agressives au téléphone. Donc là, la formation a été davantage proposée aux personnes d'accueil ou aussi de vie scolaire.
aux formateurs, parce que les enseignants ont peut-être plus facilement accès à des formations, via Formiris notamment. Pour les formateurs, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on leur a proposé une formation pour gérer leur posture face à la multiplicité en fait, d'apprenants, des alternants, des personnes en réinsertion, des salariés, des stagiaires, voilà, pour pouvoir adapter leur posture. On a proposé aussi une formation autour de premiers secours en santé mentale. Donc ça, c'est à destination des CPE, voilà, pour pouvoir des fois détecter, prévenir des détresses, on va dire, psychologiques. Et une formation aussi pour prévenir les risques psychosociaux, on en a beaucoup parlé également. J'imagine que vous ne mettez pas ça en place toute seule en tant que chef d'établissement. Absolument pas, je ne fais pas grand-chose d'ailleurs. Donc sur qui est-ce que vous pouvez vous appuyer, que ce soit au sein de votre établissement ou que ce soit peut-être des ressources extérieures? Mais, en fait, au sein de l'établissement, alors comme je l'ai dit parfois, je ne sers pas à grand-chose, mais comme le disent des fois mes collègues en disant mais oui, mais il faut impulser, il faut porter, encourager. Évidemment, les idées elles émergent j'ai envie de dire au départ d'un comité, on va dire plus de conseil de direction, conseil d'établissement, mais j'ai envie de dire après ça infuse et ça se diffuse, ça crée une sorte de ramification. D'interaction, on parlait tout à l'heure, voilà, il y a le dirigeant, le manager, mais aussi le salarié, je veux dire, petit à petit, comme ça grandit, ça grossit, et il suffit juste, en fait, c'est pas si simple, mais c'est déjà très facilitateur, mais de toujours dire oui au projet. Et après, voilà, après on va construire, après on va voir le côté de penser à des choses idéales, bah oui, bien sûr, après on va voir comment on le fait, mais on le fait. Donc c'est d'encourager, de porter. Je pense que ça, c'est absolument essentiel et c'est aussi le rôle du chef d'établissement. Et voilà, comme le disait, je citais ma collègue tout à l'heure, responsable de ressources humaines, en disant bah oui, mais si tu me disais non, si tu disais non, il ne se passerait rien, puisqu'on n'aurait pas des budgets, les choses, etc. Donc voilà, il suffit de dire oui. Je crois qu'on a aussi la vidéo de Monsieur Pro juste après. Voilà. Donc on va écouter Monsieur Pro sur la même question. Si c'est là. Ça va partir tout seul. Un petit temps de latence. Ouais, je crois que ça se lance. En fait, finalement, ça a été un travail qui a été très collectif, puisque en fait, nous avons réfléchi à redonner à l'établissement une nouvelle vision et de nouvelles ambitions pour nos équipes. Donc ça a été un travail qui a été mené au sein de l'établissement par tous les adultes, qu'ils soient enseignants, personnel administratif, personnel de service et surveillants. Et ce travail a commencé par une grande journée de fondation. Et puis il s'est décliné pendant 3 années avec des commissions où tout à chacun pouvait s'inscrire, qui étaient copilotées toujours par un personnel OGEC et par un enseignant, hors de l'équipe de direction. Et ces binômes rendaient compte à un conseil stratégique qui était en fait la fusion du conseil pédagogique et du conseil d'établissement pour lui redonner finalement un processus novateur pour lui l'amener à être un process de décision et non simplement de consultation pour le chef d'établissement. Et donc c'est un lieu où on décidait. Et donc chaque commission phosphorait, essayait de s'emparer finalement des enjeux, qu'ils soient des enjeux d'éco-citoyenneté, de nouveaux apprentissages, de prise en compte finalement de la parole de l'élève, mais également aussi de tout ce qui tourne autour de l'éducation à la relation à l'autre. Et puis tout a phosphoré finalement en des actions concrètes. Et puis ça nous a permis de les relier quelquefois les unes entre elles. On pourrait très bien avoir le fil conducteur de l'éco-citoyenneté qui est aussi finalement un trait de qualité de vie. Un exemple, on peut parler d'éco-citoyenneté par rapport au tri des déchets, par rapport à l'engagement des élèves qui peut être très multiple, mais simplement faire des choix d'outillage pour les personnels, par exemple de ménage, des choix d'organisation, de temps, de travail, de poste, mais aussi des choix par exemple de produits, dont on a fait le choix par exemple de ne plus avoir de produits chimiques dans l'établissement. On est passé sur un nouveau type de process de transformation de l'eau, et qui nous a permis en fait de réduire l'impact des produits chimiques, à la fois pour les personnes que pour les élèves, mais j'avais un certain nombre de personnels qui se plaignaient d'avoir mal aux mains, il fallait acheter des gants, etc., etc.
on a résolu le problème finalement tout en étant dans une démarche d'éco-citoyenneté, mais qui finalement peut retomber sur de la qualité de vie. Donc tous ces chantiers ont été travaillés collectivement. Alors ils ont été, on va dire, formalisés dans le cadre de notre écriture de nouvelles ambitions pour l'établissement, qui définissait ensuite des stratégies. On a pu en parler également en CSE, évidemment, ça a été piloté par l'équipe de direction de l'établissement, bien sûr avec l'OGEC et l'APEL. Donc ça a été un travail collectif, à la fois formel et non formel, sur un grand nombre d'aspects, sans pour autant forcément nommer précisément que c'était sur la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que ça a apporté, cette démarche QVT? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça répond quand même à un certain nombre d'enjeux. C'est pas quelque chose qui est gadget. Donc qu'est-ce que ça a apporté dans votre établissement? Alors c'est, on va dire, une forme de, j'ai envie de dire, de créativité, une envie, parce que par exemple des enseignants parlent de par exemple l'inclusion de personnes en situation de handicap dans des cours de MC. Il va y avoir une envie de rendre, alors c'est pareil, c'est un petit peu cliché, mais c'est des choses qui naissent comme ça, de rendre l'établissement plus beau en le végétalisant tout simplement. Ça va donner aussi, et je pense que c'est peut-être sur ça que je m'arrêterai, parce que c'est le plus important, c'est que surtout ça a libéré de la parole. Libérer de la parole. En mettant ce genre d'action en place, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes au sein de notre établissement qui étaient en situation de handicap et qui ne l'avaient jamais dit. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui ont osé en fait expliquer voilà, leur situation. Et on a pu agir, mettre en place. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que je pense que c'est absolument essentiel. Voilà, c'est de oser, surtout de se sentir en confiance. Ça a permis aussi, là je pense à une notion de subsidiarité, qu'un personnel puisse venir spontanément voir le chef d'établissement ou une personne de ressources humaines en disant voilà, je suis un personnel de vie scolaire mais je voudrais rentrer au service administratif. Bon, voilà, ça dure un petit peu plus longtemps que ça, vous imaginez bien, on ne puisse pas lui dire en fait que non, il n'y a pas de poste libre au service administratif, mais que la demande est bien évidemment étudiée et entendue. Et ça, c'était il y a 1 an et demi, et effectivement, il y a une restructuration là assez récente du service administratif au centre de formation. La personne vient d'entrer, donc comme elle le souhaitait, sur un rôle, une mission administrative. Donc, c'est-à-dire que la personne se sente bien, elle avait envie, c'était possible. On le fait, j'ai d'autres exemples, mais voilà, ça c'est le dernier en date. Voilà. Je pense que ça permet ça, c'est-à-dire cette mise en confiance, et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est une liberté de parole en fait, tout simplement. Si vous aviez des conseils un peu à donner à tous les chefs d'établissement qui n'ont pas forcément encore entamé cette démarche qualité de vie au travail, qu'est-ce que vous pourriez leur donner tout simplement comme conseil de chef d'établissement à chef d'établissement? C'est que je l'ai entendu aussi tout à l'heure, c'est de rester, de partir sur des choses simples, hein, tout simplement, c'est-à-dire voilà, on a une idée, on essaie de la mettre en place, d'oser, de pas trop se poser de questions. J'ai envie de dire, si ça prend, ça infuse et ça se diffuse. Enfin, c'est vraiment l'image qui m'est venue là, d'avoir vécu ça pendant ces quelques années. Ça nécessite pas forcément de dégager des budgets, mais ça peut aussi un petit peu se prévoir, c'est quand même aussi important. De mettre en place des comités de pilotage pour accompagner ça. Peut-être au moment de retravailler le projet d'établissement, de le mettre ces questions-là au cœur de ce projet d'établissement. Et surtout, avec les instances à l'interne, d'en discuter dans le cadre du CSE, dans le cadre du CESC, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, donc là où il y a les élèves, etc., avec les parents, d'aborder ces questions-là, parce qu'il y aura des idées, il y aura des projets qui vont naître, et c'est de partir tout simplement, très humblement. Et puis voilà, les choses se tricotent et grandissent, c'est tout simplement d'y aller, et d'oser écouter, surtout, écouter les autres. Sur la slide suivante, on a Monsieur Pro qui répond
à cette même question, d'autant plus que lui, il vient de prendre ses fonctions de chef d'établissement d'un nouvel établissement, là, à la rentrée de septembre. Donc je lui ai demandé comment il allait faire, voilà, suite à sa prise de fonction, pour initier la démarche QVT dans ce nouvel établissement. Je pense que ça passe aussi d'abord par un état des lieux. Alors là, d'autant plus que j'arrive dans une nouvelle mission, ça va prendre le temps de l'observation, le temps également d'acculturation, parce qu'on ne peut pas arriver à brûle pour point comme ça en plaquant une démarche. Je ne pense pas que ça puisse se faire. Ça se fait d'abord aussi avec les adultes, avec les équipes, à la fois au quotidien, dans les petites micro-décisions qu'on peut prendre, et puis après de l'observation, de l'acculturation, puis de voir un peu quelles sont à la fois d'abord les réussites dans certains domaines de l'établissement, puis de voir un petit peu quels sont les points de progrès, et puis de travailler justement en équipe à écrire une feuille de route qui peut prendre plusieurs années, et puis de lister à la fois des actions possibles, mais aussi de les fonder, c'est-à-dire de les référer à la fois au projet d'établissement, mais aussi à ce qui fait la vie de l'établissement, à des textes fondateurs. Je vous ai parlé de l'encyclique, mais il y en a bien d'autres. Ça peut être le projet diocésain, le projet de la tutelle, et puis de l'écrire petit à petit. Ça peut justement de mettre en route aussi les différents partenaires, à la fois en interne comme en externe de l'établissement. Je vais juste me permettre, excusez-moi Aude, de profiter aussi, parce que là je sais que j'y avais pensé, profiter de la SQVT, la semaine de la qualité de vie au travail. Cette semaine-là, en fait, on peut très bien lancer un questionnaire, donc ça c'était une proposition, un questionnaire sur la relation au travail, sur la relation au manager, la relation à l'équipe, la relation à soi, la relation à l'établissement. Donc on avait construit ce questionnaire en lien avec le référent RPS du CSE, pour le diffuser au personnel et d'avoir un petit peu une tendance et des éclairages. Et ça permet après aussi de construire après des indicateurs pour voir un peu les évolutions sur comment se sentent en fait, comment ils vivent tout simplement le travail au travail. Pour terminer cet échange, nous sommes une fédération, mais nous faisons aussi partie d'une branche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je pense que la branche peut avoir un effet incitatif, informatif, et un effet de dynamisme à lancer dans les établissements et dans nos différents territoires. On sait bien qu'après derrière, chaque établissement doit se saisir de ce type d'action. Par exemple, travailler sur le décret tertiaire, ça peut être aussi un volet éco-citoyenneté, mais évidemment d'économie, mais aussi peut-être de rechercher comment on peut mieux vivre dans l'établissement. Ça veut dire peut-être retravailler sur le déploiement des différentes salles de classe, des différents lieux de l'établissement. Donc je pense que la branche a je pense, un intérêt d'inciter chacun, mais que ce soit des partenaires sociaux comme en établissement, les chefs d'établissement, mais aussi leurs équipes, à se saisir de cette idée, est-ce qu'en améliorant la qualité de vie au travail, on peut ne pas être plus performant finalement dans l'accueil de nos jeunes et dans leur éducation ? C'est peut-être ça finalement l'objet de la branche, indépendamment de textes réglementaires, c'est de nous inciter à aller plus loin, de se saisir de ces dossiers. Dans le cadre de la nouvelle convention collective, il a été mis en place une commission de prévention. Faire de la prévention sur les risques psychosociaux, sur les TMS, voir la prise en compte de l'évolution aussi de la société et des élèves, je pense que ça peut être un premier pas d'incitation de la branche. Et je pense qu'il est heureux qu'on puisse maintenant déployer ce type d'action à terme. Bien sûr qu'il y a les normes comme le DER ou autres, mais ça peut nous amener à réfléchir au-delà de cet aspect simplement normatif. Je peux compléter aussi les idées les suggestions de mon collègue. Moi, j'avais envie de parler de mobilité. Alors, on peut parler de mobilité pour se rendre sur son lieu de travail, donc ça, c'est un petit peu, entre guillemets, le travail de l'établissement, mais je pensais plutôt à un easy mobilité professionnelle, où on pourrait être, je ne sais pas, peut-être que ça a déjà été fait, je n'en sais rien, mais avoir une sorte de plateforme où on pourrait proposer tout simplement des offres d'emploi, parce qu'on a aussi des personnels qui sont attachés évidemment à l'enseignement privé catholique, qui ont peut-être envie de rejoindre un conjoint ou de tout simplement se déplacer dans une autre région et d'avoir accès
à des offres d'emploi qui sont de notre réseau. Même chose pour publier, on a un petit peu en tête aujourd'hui une école, un apprenti, donc pouvoir publier aussi des offres de contrats d'apprentissage dans nos établissements. Je pense que c'est quelque chose qui doit se pratiquer. À titre, voilà, on en a 2 là dans notre établissement. Et puis peut-être non, moi, je pense que là j'ai fait à peu près le tour de ce qui me venait. Non, il y a quelque chose qui m'échappe aussi, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai ravalé l'idée. Ça va me revenir peut-être. Encore du travail pour les équipes qui travaillent sur Isidore, donc c'est revenu. Alors pareil, je sais pas, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais qu'on puisse avoir accès en fait à des possibilités de trouver des personnes qui peuvent former dans les entreprises en AFEST, en situation de travail, donc de savoir où on peut aller pour se former en situation de travail dans les différents établissements de notre réseau. Là, est-ce que la branche peut pas aider à actionner un petit peu tout ça? Comme du tutorat ou du... oui, tout à fait, par exemple. Du compagnonnage, quoi. Compagnonnage, c'est ça. Il faudra trouver une formule. Très bien. Sophie, juste, il faut dire à notre président que je n'y suis absolument pour rien pour le développement d'Easymobilité. Hein. On s'est absolument pas concerté. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui, j'espère, va infuser, comme vous le disiez, dans les esprits de chacun. Et puis, je rends l'antenne à Jean-René pour les propos conclusifs. Très bien. Merci beaucoup, Aude. Merci de cette coordination, de ce bel atelier. Là aussi, passionnant. Merci Sophie. Merci à Philippe qui peut-être nous regarde. Merci Sophie, c'est un plaisir de travailler à vos côtés et on est très honorés de travailler pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Les gens comme vous sont rares et merci. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi ces travaux. Merci aux intervenants. Merci à nouveau aux représentants de la Caisse d'épargne, de la BPCE pour leurs interventions et leur accueil. Merci à notre président d'être resté jusqu'au bout et nous avoir permis d'organiser cette belle journée. Merci à Aude, merci à Anne que je vois, Aurélie et Dorothée. Je disais que j'étais heureux d'être leur manager. Je suis heureux et fier. Très belle soirée à vous. Bonne soirée et soyez heureux.